construire ensemble quelque chose. Et pour répondre précisément à votre question, bien sûr, lorsque nous aurons l'étude de la SPL, on va revenir devant vous sous forme de réunion publique, comme celle d'aujourd'hui, ou sous une autre forme, pour pouvoir continuer ce débat. N'imaginez pas que je vais aller devant le conseil municipal ou devant le conseil d'Eurométropole sans qu'il y ait eu encore la possibilité pour les uns et pour les autres de s'exprimer. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire aussi par différents moyens qui sont à votre disposition et qui ont été évoqués au début de réunion. J'ai oublié de répondre à... Oui, j'ai oublié de répondre à une question parce que j'ai été perturbé dans mon déroulement sur une proposition qui était faite de pourquoi ne pas faire dans le bâtiment à gauche de la piscine de la Victoire un musée de la Neustadt. En fait, ce musée de la Neustadt, il est prévu pas à cet endroit-là, je crois. Il est prévu dans ce que nous appelons le centre d'interprétation, qui sera 5 châteaux et qui comportera à la fois une partie sur le patrimoine historique ancien, médiéval et Renaissance, une partie sur la Neustadt et une partie sur les évolutions de la ville de Strasbourg qui sont en cours aujourd'hui, y compris dans le quartier européen, les secteurs des deux rives. C'est d'ailleurs une obligation qu'on a depuis qu'on a été classé ville d'art et d'histoire, il y a quelques ans, je crois. Nous asseoir, les derniers qui sont encore debout, comme ça on est à l'heure, il y aura plus de place pour le débat, c'est tant mieux. Alors, nous y voilà. C'est la troisième et dernière réunion de dialogue sur l'avenir des bains municipaux de Strasbourg. Un établissement qui fait au moins consensus sur un point. C'est un patrimoine historique et prestigieux qu'il faut non seulement sauvegarder et conserver, mais surtout rénover, restructurer et développer. Mais toute la question, évidemment, est de savoir comment, avec qui et avec quel argent. Ce dialogue public, donc en 3 réunions, avait, je le rappelle, pour but de recueillir les avis et les souhaits des habitants. Ils sont versés au dossier de la Société publique locale des Deux Rives, qui doit rendre les conclusions de sa mission d'étude d'ici la fin d'année. Dernière réunion, donc, et pas la moins importante, puisque c'est le maire de Strasbourg lui-même qui est à l'écoute et qui répondra à vos questions, avec également Olivier Litz, l'adjoint en charge du dossier. Mais auparavant, c'est Frédéric Domaine, directeur de la construction à la ville et à l'Eurométropole de Strasbourg, brièvement, va rappeler les enjeux patrimoniaux, financiers et citoyens du projet de rénovation des bains municipaux. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, effectivement. Ah, pardon. Je recommence. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur le maire, mesdames et messieurs, les enjeux, effectivement, de rénovation de bains municipaux, on pourrait essayer de les synthétiser en 4 points. Un enjeu citoyen, l'importance, l'affluence de ce soir l'atteste, un enjeu patrimonial, un enjeu de service public, et évidemment un enjeu financier. Compte tenu de l'attachement des Strasbourgeois et des Strasbourgeoises à ce projet, il était nécessaire de permettre une expression publique importante sous diverses formes. Il a donc été permis une contribution citoyenne plurielle. Dès le mois de juin, M. Litz, en charge du pilotage politique du projet, a rencontré les associations, les usagers, le personnel, les organisations syndicales. Un espace d'expression dédié sur le site de strasbourg.eu a été créé. À ce jour, aujourd'hui, il recueillait 26 avis. Une urne a été installée au centre administratif. À ce jour, 37 bulletins étaient versés dans cette urne. Des visites du bâtiment dans le cadre des journées du patrimoine ont été organisées. Différentes initiatives citoyennes se sont aussi spontanément
organisés. Et il y a eu évidemment l'exposition Bains publics et municipaux en Allemagne et en France organisée par Jean-Claude Cosca, mais différents rassemblements citoyens dont les médias locaux, presse et TV, se sont fait largement les échos. Et puis des réunions publiques, comme celle de ce soir, la première le 16 septembre 2015, sur la dimension patrimoniale du projet, une suivante sur l'évolution et les enjeux de service public, et puis ce soir, donc, les enjeux de cette rénovation. Un enjeu patrimonial évident, puisque les bains de Strasbourg, les bains municipaux de Strasbourg, c'est, tout le monde en convient, un patrimoine historique, social, culturel exceptionnel. Un établissement de référence dans l'histoire des grands établissements de bains de la fin du XIXe siècle, comme nous l'a rappelé M. Cosca lors de la réunion du 16 septembre. Un établissement de référence aussi, au cœur de la Neustadt. Un établissement de référence pour les Strasbourgeois et les Strasbourgeoises qui y sont très attachés. Mais aujourd'hui, c'est un établissement dégradé, un établissement dont le clos est couvert, c'est-à-dire les façades, les toitures, les menuiseries, sont en mauvais état. Les installations techniques sont vétustes. On a toujours du chauffage à la vapeur, avec de grosses chaudières qui sont à peu près aussi grosses que des locomotives à vapeur. Des non-conformités nombreuses en matière de normes sanitaires, de sécurité, d'accessibilité. Et puis c'est un établissement vide, moitié à peu près, environ 5000 m². 5000 m², c'est un énorme volume, hein. C'est à peu près l'équivalent de 5 plateaux sportifs dans un gymnase. Pour autant, des engagements par rapport à cette dimension patrimoniale, des engagements forts ont été pris conformément à la charte des bains municipaux adoptée en conseil municipal du 22 juin dernier, à maintenir cet établissement exceptionnel dans le patrimoine de la collectivité et à concevoir un projet dans la continuité de la vocation aquatique initiale de l'établissement. Enjeu de service public aussi à travers ce projet, un engagement à maintenir les missions de service public conformément à la charte des bains municipaux. Quels sont plus précisément ces services publics? L'engagement a été pris de les maintenir. C'est une piscine de proximité avec les mêmes volumes horaires et les mêmes conditions tarifaires que les autres piscines de la collectivité. C'est le maintien de créneaux pour les scolaires, le maintien d'un service de bain-douche public, le développement des activités sport-santé, conformément à la politique portée par la ville dans ce domaine. C'est évidemment un enjeu financier. Aujourd'hui, c'est un établissement qui coûte cher, qui coûte environ 3 millions par an d'exploitation. Et les études aujourd'hui, même si elles sont encore inachevées, permettent de cerner un coût de rénovation d'environ 30 millions d'euros. Les enjeux donc de ce projet, si je peux me permettre de les résumer, c'est comment définir un programme de rénovation pour cet établissement exceptionnel qui garantisse la tenue des objectifs que je viens de brièvement rappeler, qui permettent de rénover l'ensemble de l'établissement, y compris les espaces aujourd'hui tombés en désuétude, et qui soit économiquement supportable pour la collectivité. Voilà brièvement le rappel des enjeux que nous avons déjà évoqués au courant des différentes manifestations publiques. Merci beaucoup, Claude Quétin, merci d'avoir accepté d'être l'ombudsman, le maître de séance en quelque sorte, pour distribuer tout à l'heure la parole. Car j'ai lu cette lettre ouverte qui m'a été donnée à l'entrée, et la rencontre de ce soir pourrait être une rencontre de dialogue, évidemment, entre nous. Donc, le maximum d'entre vous puisse s'exprimer et exprimer leur point de vue, leurs suggestions, leurs craintes, me paraît tout à fait naturel et nécessaire. Aujourd'hui, je veux dire simplement, je vous dis d'emblée que la règle du jeu soit de se respecter les uns les autres. Moi, je n'ai pas forcément le même avis sur ce dossier-là, on verra ça tout à l'heure, mais entre citoyens
citoyens responsables, nous devons pouvoir dialoguer entre nous. Je tiens à saluer le travail d'Olivier Witz, qui porte ce projet suite à une première phase de concertation qui avait eu lieu sous la conduite de Robert Herman. Robert Herman est aujourd'hui président de l'Eurométropole, et Olivier Witz est, de mon point de vue, le plus qualifié pour aujourd'hui porter le projet, puisqu'il est adjoint de quartier et qu'en plus, il est chargé des finances de la ville de Strasbourg, adjoint aux finances. Ces deux aspects de sa fonction sont évidemment importants et m'ont amené à le choisir pour porter ce dossier qui est un dossier important pour la ville de Strasbourg, pour le quartier et puis aussi pour l'avenir. Je voudrais que d'emblée dire que ce débat public est normal, même s'il suscite la passion, même s'il y a des avis contradictoires. Il est normal que les citoyens de Strasbourg s'intéressent au destin d'un bâtiment emblématique de la ville de Strasbourg. C'est pas M. Oressel, que je salue, le président des Amis de Strasbourg, qui est présent aussi parmi nous ce soir, qui dira le contraire à ce sujet. Donc je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce débat, et je vais vous dire une chose, pour l'instant, il n'y a aucune décision définitive prise là-dessus. La seule décision qui est prise, c'est qu'on ne peut pas rester dans le statu quo ante, dans la situation d'aujourd'hui. Ce bâtiment emblématique est grave, il faut faire quelque chose. On ne peut pas le laisser en état, et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir, ici, dans ce palais universitaire, qui nous rappelle des souvenirs lointains, et cette salle en particulier. Les différentes expressions publiques sur ce sujet montrent bien l'engagement et l'intérêt que suscitent les bains, et le maire que je suis ne peut que se réjouir de ce bouillonnement. Je sais également que plusieurs groupes d'étudiants travaillent aujourd'hui sur ce sujet, preuve supplémentaire qu'il s'agit bien d'un objet d'étude de premier ordre, évidemment. Comme vous le savez, peut-être, je suis personnellement et je dirais affectivement attaché à ces bains municipaux. Je l'ai déjà dit publiquement, donc je le répète aujourd'hui, c'est bien dans cette piscine que j'ai appris à nager. Et à l'époque, d'ailleurs, l'eau de la piscine n'était pas aussi chaude qu'aujourd'hui, ce qui fait que très souvent, les gamins avec qui j'étais se réfugiaient sous les douches, qui étaient plus chaudes. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais je connais bien cet établissement de bain et j'y ai passé de nombreuses heures de mon enfance et de ma jeunesse. Donc je suis particulièrement attentif à l'évolution de ce lieu, qui, à l'époque, était plutôt une piscine de quartier. J'y suis attaché, comme vous, je pense, dans cette salle, comme l'ensemble des associations de préservation du patrimoine, comme les habitants de Strasbourg en général. Ces bains municipaux construits, vous le savez, selon les plans de l'architecte Fritz Peblo, demeurent historiquement le symbole de l'affirmation du pouvoir municipal face à la Neustadt impériale. Il est intéressant à cet égard de remonter le temps. C'est, mesdames et messieurs, en 1894 qu'on trouve la première mention dans le compte-rendu du conseil municipal du 30 juin de la nécessité de doter Strasbourg d'un établissement de bains municipaux. La décision de construire cet équipement a été validée le 12 octobre 1898 en conseil municipal, et c'est le 3 février 1904 que fut présenté l'avant-projet tourné vers les fonctions d'hygiène et de loisirs. On le voit, on parle souvent des lenteurs administratives d'aujourd'hui, mais elles existaient déjà à l'époque. Entre la première mention de 1814 et la réalisation d'ouverture, il a fallu 10 années de discussion et de travaux également. C'est bien donc l'illustration de la volonté politique de la municipalité de cette époque de se préoccuper de ce qu'on appellerait aujourd'hui la santé publique. D'ailleurs, notre souhait de proposer des activités au sein de l'établissement dans le cadre du dispositif sport santé sur ordonnance
s'inscrit, je crois, pleinement, mutatis mutandis, dans cette fonction ancienne qui doit perdurer dans le nouveau projet dont nous allons parler ce soir. Donc ce temple de l'hygiène, c'est comme ça qu'on l'a appelé à l'époque, eh bien un joyau patrimonial. Ce projet de rénovation des bains est d'autant plus important à mes yeux qu'il concerne l'un des principaux éléments majeurs de la Neustadt, candidate à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en prolongement de celle du centre historique de la ville. Les bains municipaux s'inscrivent dans un ensemble urbain de grande qualité, mais longtemps ignoré. C'est la Neustadt. J'ai souhaité valoriser son architecture et ses paysages en proposant d'étendre le bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO de la grande île à la Neustadt, à la ville impériale, comme on dit aussi parfois, offrant à ce quartier une reconnaissance suprême. Et après plusieurs années de recherche scientifique, d'inventaire et de préparation, le dossier de candidature sera remis au ministère de la Culture, puis à l'UNESCO, au cours de l'année 2016. Pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, je me suis engagé à rénover et à réhabiliter ce monument. Il en a, ça a été dit par M. Thommen, grandement besoin. Je voudrais quand même rappeler à ce sujet que d'autres villes, disposant également d'un grand établissement de bains, ont fait des choix différents. Je pense à Roubaix, où les bains sont devenus le musée d'art et d'industrie, à Colmar, où l'espace des bains devient un espace événementiel de bains. C'est des choses qui sont des vérités. Je ne vois pas pourquoi il faut contester cela. Je dis que d'autres ont fait d'autres choix et que nous faisons notre choix. Les choses soient claires entre nous. Si on ne peut plus dire des réalités, alors je pense qu'il y aura un petit problème de dialogue entre nous. Pour mener à bien la phase d'étude, eh bien, qui nous aidera à bâtir le programme de rénovation, nous avons décidé de recourir à un partenaire qui existe plutôt que d'en créer un supplémentaire. Nous avons ainsi confié cette mission à la société publique locale des Deux-Rives. Pourquoi? Parce que par son objet et son statut, cette SPL, comme on dit, est en capacité de mener à bien ce travail et de réaliser notre objectif de maîtrise publique globale de l'opération. La SPL est en effet une société complètement intégrée dans la sphère publique, 100% de son capital est réparti entre ces deux collectivités actionnaires, à savoir la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Je voudrais d'emblée dire très clairement que, pour moi, il est indispensable que ce bâtiment reste accessible aujourd'hui et demain à l'ensemble du public intéressé. J'entends parfois dire qu'on ferait un plan hôtel, etc. C'est évidemment faux. Donc le bassin et les douches seront accessibles au grand public. Pour le reste, à savoir l'art romain et l'ensemble des surfaces qui aujourd'hui sont inoccupées, c'est-à-dire la moitié de l'ensemble du bâtiment, je souhaite qu'on puisse en discuter. Donc il faut que cela soit dit et répété pour couper court à ces rumeurs ou à ces critiques qui sont infondées. Non seulement le bâtiment sera accessible à tous, mais il sera au même tarif que les autres piscines de la communauté européenne. Ce qui ne veut pas dire que les saunas ou le reste soient au même tarif. Là, on aura peut-être un désaccord là-dessus, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Je rappelle quand même que pour accéder à la piscine, aujourd'hui, au tarif de base, on a un tarif qui n'est pas le même pour le sauna et pour les autres facilités qui sont offertes par cette piscine. À propos des études passées, là j'entends aussi toutes sortes de commentaires, et je lis la presse, à propos des études passées, je souhaite que l'on poursuive leur communication. Elles ont été données,
Et c'est Olivier Witz qui s'en est chargé, comme je lui ai demandé. Je suis pour la totale transparence, même si on n'est pas obligé de faire. Théoriquement, les études préalables servent pour préparer les décisions et elles sont communicables après. Et moi, je les ai communiquées. Elles ont été communiquées et elles sont largement commentées. Ce sont les aides à la décision. J'entends aussi dire de temps en temps, mais on fait beaucoup trop d'études. J'ai fait le total des études, je les ai ici. Je vais les détails, c'est un peu fastidieux. En tout, aujourd'hui, y compris avec la dernière étude qui est en cours aujourd'hui, on est à environ 500 000 euros d'études, dont la moitié, 250 000 euros, qui sont des études obligatoires. Recherche d'amiante, analyse d'amiante, analyse archéologique, tout cela, quoi qu'on fasse, est indispensable, il faut le faire. Quand on a un projet de 30 millions d'euros consacré 500 000 euros, dont la moitié sont obligatoires et le reste pour essayer de voir clair dans la gestion à venir et dans l'investissement à venir, ça ne me paraît pas disproportionné. Il faut quand même savoir de quoi on parle et comment on va faire le meilleur choix possible pour l'avenir. J'ajoute que Olivier Witz a proposé une charte que certains trouvent insuffisante, qui a le mérite d'exister, on en a pas eu beaucoup dans le passé, et le conseil municipal, ainsi que le conseil de l'Eurométropole de la République, a voté ce principe de cette charte qui trace les grandes orientations du projet de rénovation. Et cette charte, je le répète, n'est pas un geste anodin. Il est rare, c'est rare, de formaliser ainsi des principes précis s'agissant de la rénovation d'un bâtiment. Et c'est bien parce qu'il s'agit des bains municipaux, parce que cet établissement ne ressemble à aucun autre, que nous avons adopté, nous avons souhaité adopter cette charte. Et donc nous nous engageons, cette charte nous engage à conduire cette opération, malgré la difficulté du temps et les contraintes budgétaires que vous connaissez aussi bien que nous. Que dit cette charte? Elle dit la chose suivante: le projet devra, je cite, valoriser la dimension patrimoniale exceptionnelle du bâtiment, dont la propriété restera publique, conserver les fonctions actuelles baignables de l'établissement, optimiser ses capacités selon des principes de sobriété énergétique et de développement durable. On a entendu tout à l'heure l'état de l'existant. On ne peut pas laisser les choses en l'état. En tout cas, on n'y retrouve pas du tout la notion de service public. Voilà. Hein, il est question de potentialité, de marché, c'est-à-dire c'est un langage, c'est la vulgate aujourd'hui qui est en cours dans un certain nombre de milieux. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que l'établissement doit rester dans une unité totale, tel qu'il est aujourd'hui, avec des prestations tout à fait différentes, avec des tarifs différents, qu'il s'agisse des piscines, des douches, des bains romains, du sauna, et des prestations futures qui pourront être trouvées dans les 5000 m². Si vous aviez eu véritablement la volonté d'engager une concertation avec l'ensemble des usagers, des associations, bref, de ce qui fait la vie de cette ville, vous auriez fait les choses différemment, c'est-à-dire mettre le problème sur la table en disant voilà, ces bains municipaux maintenant ont vieilli, la société a évolué, nous aussi nous devons évoluer, mettons-nous autour d'une table et dans le cadre d'un service public, dans le cadre du maintien de l'unicité de ces lieux, réfléchissons à la manière dont on veut les faire évoluer. Ça nous aurait changé de cette demande d'appel à la concurrence sur des potentialités, sur des marchés, etc. Voilà. Simple citoyen, usager de la piscine, usager de la piscine depuis fort longtemps. Je m'interroge sur l'un autre point concernant l'usage d'un établissement public. Je m'interroge sur l'enjeu véritable de ce projet de rénovation. Sur bien des autres points, je laisse la parole à d'autres. Simplement, je voudrais dire que je me méfie personnellement moi, de ce type de projet où, de manière générale, ce qu'on remarque dans les investissements qu'on fait dans le domaine public,
c'est souvent à titre, dans le but de favoriser l'intérêt privé. Et donc, comme je remarque déjà par exemple dans l'usage qui est fait de la piscine de la clinique Senaud, ce que vous entendez par public, ce sont notamment des créneaux horaires réservés par exemple à des associations. Je vous rappelle que public, ça veut dire ouvert à l'ensemble du public. Et il ne doit pas être fait créneau réservé pour juste une partie de la population. Si des associations à titre privé, à intérêt privé, veulent utiliser le domaine public, alors qu'on soit clair là-dessus, si vous avez besoin d'un financement privé pour le public, alors à ce moment-là, il faudrait s'y prendre autrement. Que les nantis investissent dans leurs projets privés et nous laissent le public à nous. Deuxièmement, ce que je voulais dire, souvent, en effet, lorsqu'on envisage de rénover quelque chose qui est comme cela, qui est considéré comme la plus belle piscine de Strasbourg, bien entendu, ce dont je me méfie, bien entendu, c'est que vous dites déjà le bassin sera maintenu. Nous parlons des bassins, déjà, c'est les deux bassins qui doivent être maintenus. On manque de piscines, je pense qu'on ne peut pas se payer le luxe encore de les partager avec des intérêts privés. Quand vous parlez de rénovation, nous voyons tous la chose venir. L'investissement privé qu'on fait dans le public, ça sert à relever les prix sous prétexte d'établissements dégradés, sous prétexte d'établissements vieux, etc., qui ne répondent plus aux normes de sécurité. On va privatiser une grande partie qui intéresse l'usage strictement public. Et d'ailleurs, on peut le voir dans le sort qui est réservé au public, même dans la ville, ce qui est par exemple l'usage public de la voirie, où beaucoup d'espaces publics est consacré aux intérêts privés, aux restaurateurs, etc., des rues qui sont à moitié réservées à des privés. Donc nous voyons bien ici de quel public vous parlez, de quel esprit public dont vous procédez. Voilà, bon, je ne vais pas garder la parole pour moi tout seul. Strasbourg. Moi j'avais une question simple, je voulais savoir s'il y allait avoir d'autres réunions publiques après la publication de la SPL, quoi. Pour que, si vous dites qu'il y a un débat public et que la population y est associée, que ça puisse vraiment continuer après les études de la SPL. Parce que c'est normal qu'il y ait beaucoup de passion et tout ça dans cette salle, tout simplement parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il va y avoir dans l'étude. Donc il y a ce sujet à la place. Au moins si on en discute après l'étude, ce sera plus démocratique et tout le monde aura les éléments en main. Usagère du bain romain. En fait, j'y vais depuis quelques années, je vais vous expliquer pourquoi, comment on est diverses. Mais en particulier, ces bains romains ont un charme tout à fait à part. Et c'est l'environnement qui m'emballait. Et en fait, les dernières fois que j'y suis allée, il y a eu une restauration pour cause de vétusté, c'est le mot qui sert à faire n'importe quoi, vétusté, à arracher des choses qui pourraient très bien être réhabilitées. Et du coup, les magnifiques faïences Blumenstiel qui étaient, puisque maintenant la Neustadt c'est sacré, fut un temps où on se faisait flinguer si on disait qu'il y avait une certaine cohérence dans la place de la République. Bon, mais donc ces vieux carreaux de faïence ont été complètement démontés et on a vu des choses d'une banalité affligeante. Donc moi, je milite pour les bains romains dans l'état où ils sont. Il faut refaire des robinets en laiton, etc. Alors pour moi, la rénovation, ce qui me fait peur, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors est-ce qu'on maintient l'ambiance, ou est-ce qu'on modernise, est-ce qu'on met des carreaux tout à fait banals, est-ce que ça va ressembler à une boucherie, ou est-ce qu'on va refaire vraiment quelque chose d'esthétique avec vraiment un environnement chaleureux et de détente? Est-ce qu'on va garder les vieilles tapis en bois? Voilà le genre de questions que moi je me pose. D'accord. Le reste de piscine
je dois lui dire d'abord qu'aujourd'hui, il y a en réalité 3 espaces dans ces bains municipaux. Il y a les 2 bassins, avec les douches d'un côté. Il y a les bains romains, le sauna de l'autre. Et il y a environ la moitié des surfaces qui ne sont pas occupées du tout. Ou elles sont occupées par des kinés, enfin, voilà. Notamment le bâtiment qui est juste à côté sur le boulevard de la Cour. Donc on a des espaces disponibles aujourd'hui sur lesquels, sur la gauche de la piscine, donc on a des espaces disponibles aujourd'hui dont je souhaite qu'on discute pour savoir ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Il n'y a rien aujourd'hui là-dedans. C'est bien ça, le Torrent. Une grande partie des bâtiments, des espaces publics sont vides. L'ancienne blanchisserie, c'est par défaut un local pour les agents. Dans les sous-sols, on a des locaux de stockage, on a le service d'hygiène de la ville qui s'est mis là parce que voilà, il y avait de la place à un moment donné. Mais il y a 100, je ne sais plus si c'est 110 ou 113 cabines de douche, et je crois qu'on en ouvre 4 ou 5 par jour. Enfin, voilà, oui, il y a environ 5000 mètres carrés aujourd'hui qui sont ou vides ou détournés de leur usage initial, ou détournés de l'usage, je dirais, cohérent avec la vocation initiale de l'établissement. Bien, donc je pense que là, il y a une matière de discussion entre nous. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on leur redonne leur fonction d'origine? Je suis pas sûr que la situation aujourd'hui, en 2015-2016, soit exactement la même et que les besoins soient exactement les mêmes qu'en 1908. Il faut quand même se rendre compte que la ville évolue, qu'à l'époque, il y avait peu de salles de bain, aujourd'hui, il y en a, etc. Donc il faut tenir compte de cela et peut-être trouver d'autres vocations, d'autres fonctions, et discutons-en pour ces espaces. Alors, vous ajoutez, pour le premier intervenant, que vous avez vu un appel à la concurrence de la SPL, une mission d'études du Conseil. Je vais vous répondre très franchement. Je ne crois pas à l'idée que, miraculeusement, en se mettant autour d'une table, là, je ne sais pas combien on est, là, 200 personnes, on va pouvoir dire, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il faut bien qu'il y ait un accompagnement. Il faut bien qu'il y ait aussi des techniciens qui disent, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire, ça va coûter le temps, ça va coûter le temps. Je ne crois pas à la génération spontanée, miraculeuse, une réponse à l'ensemble des problèmes qui se posent. Je n'y crois pas. J'ai une vieille expérience en matière de concertation publique, notamment sur le tramway. Il faut toujours qu'il y ait au départ de la matière première de laquelle discuter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que vous puissiez disposer de tout ce dont nous disposons, de toutes les études qui ont été faites et qui ont parfois été critiquées. Voyons ce qu'on peut faire. Voyons comment on va pouvoir gérer cet établissement à l'avenir. Certains d'entre vous vont dire régie directe et point à la ligne. Moi, je dis qu'on peut examiner. Aujourd'hui, on a des formules de délégation de services publics, de concessions qui sont différentes de ce qui existait au début du siècle où on avait effectivement une régie directe systématique. Parce qu'on n'avait pas encore évolué juridiquement sur ce point. Et vous me dites, appel à la concurrence, mais cher monsieur, c'est pas moi. Moi, je ne peux pas, moi, dire on va prendre tel bureau d'études ou tel bureau d'études. Il faut mettre en concurrence pour qu'on ne nous reproche pas du favoritisme à ce sujet. Donc, excusez-moi, on ne choisit pas un opérateur, là. On choisit une aide à la décision publique qui, elle, interviendra dans le cadre du conseil municipal pour avis et du conseil d'Eurométropole, puisque c'est le conseil d'Eurométropole qui est compétent en matière de piscine. Mais cette phase de concertation dans laquelle nous sommes aujourd'hui doit préparer cette décision qui incombera aux élus qui sont en responsabilité. Le deuxième intervenant s'interroge sur privé-public. Moi, honnêtement, si la première phase de concertation, à l'époque où Robert Mann portait le projet, a capoté,
c'est parce qu'on est arrivé à une caricature de débat. Public contre privé. Moi, je suis désolé, mais il y a des formules aujourd'hui, et pas forcément des PPP, des formules où on peut cadrer la mission. C'est ce qu'on fait par exemple dans la CTS. La CTS est une société d'économie mixte qui est mise en concurrence au bout de son contrat de concession, et d'ailleurs ça va venir en 2020, c'est la loi, c'est comme ça que ça fonctionne, est mise en concurrence avec d'autres sociétés, et c'est la collectivité, en l'occurrence l'Eurométropole, qui définit le cahier des charges. Elle dit voilà le service que je veux. Je veux un service qui commence à 5 h du matin, et je veux qu'il se termine à minuit, c'est le cas pour la CTS. Évidemment, en contrepartie, la collectivité est obligée de payer. La collectivité, c'est-à-dire les contribuables. Sinon, évidemment, on n'arrive pas à l'équilibre d'exploitation. Si on laissait la CTS fonctionner de son propre mouvement, elle commencerait le service à, on va dire, 7 h, 7 h 30 du matin, c'est là qu'il y a plus de clients, et puis elle le terminerait à 20 h, parce qu'après 20 h, c'est plus rentable du tout. Donc, vous voyez bien que la question de la, je dirais, de la gestion, soit sous forme de régie directe, certains d'entre vous souhaitent cela probablement, soit sous forme de délégation de service public, soit sous forme de concession, comme pour la CTS, ça mérite au moins un examen. Quelle est la bonne formule pour l'avenir? Je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse, sans avoir recours à des études, justement, à une aide à la décision, dire de façon péremptoire que voilà, tout ce qui n'est pas purement public doit être écarté. Alors, je vous laisse la responsabilité, monsieur, puisque vous avez dit sur la privatisation de l'espace public. Je suppose que vous faites allusion aux terrasses des restaurants. Excusez-moi, mais dans toutes les villes et partout aujourd'hui, les terrasses sont des lieux d'agrément pendant l'été que les gens réclament. C'est pas seulement pour enrichir les restaurateurs, c'est aussi parce que les gens souhaitent, quand il fait beau jour, être sur la. Pardon. Ça peut marcher, effectivement. Sur la suite, autre réunion publique. Bien sûr, on n'est pas au bout. Il va y avoir maintenant une sorte de synthèse de ce qui est ressorti de ces 3 réunions, qui va être portée à la connaissance à la fois du conseil municipal et du conseil d'Eurométropole au début de l'année prochaine. Mais les choses sont ouvertes. Vous avez la possibilité de vous exprimer aussi par Internet, par vous en avez parlé tout à l'heure, moi je n'ai pas d'idée arrêtée et je répète qu'il n'y a pas de décision définitive de prise là-dessus aujourd'hui. Il y a des orientations qui sont dans la charte qu'on évoquait tout à l'heure. Ensuite, la dernière personne a parlé des faïences de Gucci. Je suis aussi attaché que vous au maintien de ces faïences de Gucci. Je ne sais pas à quoi précisément vous faites allusion. Il y a peut-être eu des faïences de Gucci qui ont été dégradées. C'est de redonner le lustre d'antan à ce bâtiment. Il y a même une certaine urgence, effectivement, pour que les choses ne se dégradent pas encore davantage. Donc je suis complètement d'accord avec vous. Il faut préserver, je dirais, l'originalité, la qualité architecturale de ce bâtiment. Et pour ça, il faut y faire des travaux, il faut l'investir. Je crois qu'il n'y ait pas de confusion par rapport à la lecture. Il y a juste un extrait de l'appel à candidature que vous avez lu, monsieur. Je voudrais simplement rappeler le contrat qui est passé entre la ville de Strasbourg, l'Eurométropole, et la SPL, qui a été adopté par le conseil municipal du 22 juin et le conseil de l'Eurométropole du 26 juin. Ces documents sont publics, il suffit d'aller sur le site de la ville. Le contrat est annexé aux délibérations et en page 8, il est expressément écrit ceci. La SPL de Lille devra trouver les montages juridiques, financiers et d'exploitation adéquats pour répondre aux objectifs suivants. Conserver dans les mêmes volumes horaires un accès public à un établissement nautique au tarif des autres piscines de l'Eurométropole. Garder sa vocation éducative pour les scolaires situant à proximité. Conserver l'activité bain et douche publique. Développer la dimension sport-santé. Réhabiliter l'équipement en conservant sa spécificité
d'activité de bien-être et en développant des activités complémentaires, etc. etc. On est bien, je veux dire, le contrat qui est passé entre la collectivité et la ville, il est bien conforme à la charte, il est bien conforme aux objectifs qui ont été rappelés. Question suivante. Là-bas, juste devant vous. Oui, je parle à titre personnel. Avez-vous publié les statistiques et les fréquentations du sauna, du bain romain et du piscine? Et est-ce que vous les avez comparées avec les fréquentations de Caracalla, du Friedrichsbad, des piscines de Rachat, etc.? Parce que ça permettrait d'avoir une idée beaucoup plus précise sur ce que désirent les Saint-Bouchois. Je partage aussi le point de vue avec madame. J'étais une fois au bain romain, j'ai vu l'état de dégradation de ces installations et j'ai surtout tiré un trait sur la fréquentation. Merci. Je suis usagère de tous les services des bains municipaux, que ce soit sauna, bain romain, piscine, etc. Monsieur le maire, vous n'avez pas répondu clairement à la question de savoir de garder les bains romains, le sauna, les piscines, si vous voulez, tout ce qui est actuel dans le même giron municipal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir bénéficier. Le prix, on le sait, monsieur, c'est pas le même. On sait bien qu'on paye 15 € le sauna, on sait bien qu'on paye les bains romains 15 € aussi, et que la piscine, c'est pas le même prix, que l'aquagym, c'est pas le même prix. On le sait. Quand on nous dit que le ticket moyen est de 8,60 €, ça nous fait un tout petit peu sourire. Parce que 8,60 €, monsieur, c'est avec les entrées de la piscine ou c'est avec... on n'a pas bien compris, parce que nous payons 15 €. On nous a donné des chiffres que à la dernière réunion, j'ai dit qu'ils étaient faux. Donc, on n'a pas très bien compris. D'autre part, je tenais quand même à préciser deux choses. La fréquentation de l'établissement qui a baissé d'une année sur l'autre. Je tenais quand même à préciser que la billetterie a été retirée à l'IRCOS, à tous les comités d'entreprise, et qu'on peut prendre les billets qu'à l'entrée des bains municipaux. Donc on n'a pas très bien compris non plus, parce qu'en payant à l'IRCOS ou en payant au comité d'entreprise, si vous voulez, les gens ont plus facilement accès à la billetterie. Il est certain qu'en proposant ça dans les grandes entreprises, la fréquentation ne baisse pas. On a vraiment l'impression qu'on a tout fait pour que cette fréquentation baisse, pour avoir des chiffres à la baisse et pour nous endormir